Donc, deuxième vidéo, donc on en était à, justement, on a vu l'architecture, enfin les paramétrages de l'architecture. Maintenant, on va voir les embeddings. On va voir les embeddings. Alors, parce que, en fait, donc là, on a une vision globale de l'architecture, mais euh, la toute première étape, c'est l'entrée du texte. Et puis un modèle d'IA, il ne peut pas traiter des mots, il ne comprend que les mathématiques. Donc c'est pour ça que tout se passe à travers des matrices. Donc on doit transformer notre séquence de mots en nombres exploitables. Et ça s'appelle l'embedding. Euh, donc l'embedding se passe en deux étapes. Donc il y a une étape de tokenisation. Donc on travaille non pas mot par mot, mais token par token. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un token? C'est ce qu'on va voir. Ça peut être un sous-mot, ça peut être une syllabe, ça peut être une lettre. Et donc, ça permet de gérer les mots rares et les mots inconnus même. Et puis de réduire la taille du vocabulaire et d'être plus robuste. Euh, donc, on a la tokenisation pour découper finalement les phrases, pour découper les textes, et puis l'embedding à proprement parler. Donc, chaque token va être converti en une suite de chiffres mathématiques qu'on appelle un vecteur. Et la longueur de cette suite mathématique, c'est le nombre de dimensions du modèle. Donc là, si on a un modèle avec 512 de dimensions, pour chaque token, on va faire une matrice de 512 chiffres différents, et ça représentera finalement le, ça représentera le mot dans cet espace de dimension 512. Donc ça, c'est une conversion fondamentale, parce qu'elle capture déjà les similarités sémantiques et le sens initial du mot, avant même que le modèle n'ait commencé à travailler activement, en fait. Parce que on met le mot dans une dimension mathématique qui va lui donner un sens avant tout. Mais ce sens-là, il va être modifié au fur et à mesure de l'apprentissage. Parce qu'une fois qu'on a les vecteurs, on va, on va, on va rajouter à ces vecteurs-là des enjeux de positionnement, puisque les mots dans la phrase n'ont pas la même signification selon où est-ce qu'ils sont positionnés dans les mots et par quoi est-ce qu'ils sont suivis ou par quoi est-ce qu'ils sont précédés. Et c'est là où on va avoir effectivement les enjeux euh, d'attention, hein, finalement. Voilà, donc on va aller voir ces enjeux d'embedding. Donc l'embedding, en fait, donc, quand j'ai une phrase du type euh, The animal don't cross the street, euh, comment est-ce que je la coupe? Qu'est-ce que c'est qu'un token? Hein, un token, c'est compliqué. Enfin, en fait, c'est pas si simple que ça. Déjà, si je coupe trop petit, je vais avoir énormément de mots dans ma matrice, ça va être compliqué. Si je coupe trop gros, je ne vais pas capturer de sens. Il faut que je trouve un bon intermède. On a parfois l'impression, si on gère un roman, il y a des tokens ou des phrases ou des choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Par exemple, si j'avais un double égal dans un roman, ou je peux me dire que c'est une erreur, ou dans une page de mathématiques, normalement, on n'a pas de double égalité. Néanmoins, dans le code informatique, on a des doubles égalités, donc ça peut être un enjeu. Euh, on a les espaces aussi, les doubles espaces, on pourrait se dire ça sert à rien, mais en fait, par exemple, on a des langages comme le Python ou le COBOL dans lequel l'espace est central dans la signification du texte. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? On ne peut pas forcément enlever tous les espaces parce qu'on ne sait pas trop quel est le texte qu'on va avoir. On n'a apparemment pas d'espace en chinois. Je ne connais pas de chinois, mais c'est ce qui se dit. On a en turc apparemment des phrases qui peuvent être constituées de mots qui sont concaténés sans avoir d'espace. Donc là, il faut réussir à découper les mots et à comprendre le sens euh, sans forcément pouvoir simplement séparer avec les espaces. Euh, et puis, dans les nouvelles, la ponctuation
le formatage, ça peut avoir un sens, si on pense à la poésie. On peut avoir des poèmes qui sont formatés pour être imprimés, par exemple. Et donc c'est pas forcément, on on peut et puis d'ailleurs, quand on a des fichiers PDF avec, des images d'un côté et des choses, enfin, tokeniser, c'est pas simple. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on tokenise sur des choses qui ressemblent à, des syllabes. Hem, Parfois, on peut même, ne pas s'intéresser au vocabulaire, enfin à la représentation graphique à l'écran, mais plutôt, à la valeur, binaire au sein des machines. Hem, Aujourd'hui, on traite les espaces comme des caractères qui sont, first class citizen, hein, qui sont, respectables, et on va pas simplement les supprimer, on va les conserver parce qu'on a compris que c'était important pour l'informatique, pour un certain nombre de choses. Et puis bon, bah, au final, on va avoir, des vocabulaires qui sont très larges. On peut avoir des dizaines de milliers, de lignes dans les vocabulaires, ou des, centaines de milliers de tokens qui soient uniques, voilà. Donc la tokenisation, c'est pas forcément complètement partie prenante enfin, dans l'architecture des transformers, mais ça reste quelque chose qui est très important. Il y a des algos de tokenisation qui doivent réfléchir et apporter des opinionated, donc des, des visions, sur ces enjeux-là. Donc qu'est-ce que c'est que l'embedding? Donc une fois qu'on a découpé, qu'on a choisi nos règles de découpe, comment est-ce qu'on fait l'embedding? Hem, L'embedding, c'est la disposition de mots dans des espaces vectoriels. Alors, les espaces vectoriels, c'est les 512 dimensions dont je parlais au départ. Combien est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on positionne un mot sur des dimensions? On positionne un mot sur des dimensions, par exemple ici, j'ai 3 dimensions, sky, le ciel, les ailes, les moteurs. Ensuite, je peux dire, par exemple, un hélicoptère, bon, bah, il y a pas d'aile sur un hélicoptère, donc sur la première dimension, il est à 0. Heu, sur le engine, c'est des engines qui sont pas forcément hyper, je sais pas, hyper puissants, donc je le mets à 2 par exemple. Et par contre, ça va vraiment dans le ciel, donc je le mets à 4. Et donc là, j'ai positionné, le mot hélicoptère sur un espace vectoriel à 3 dimensions. Donc là, ça fait 3 colonnes dans une matrice. Donc ma ligne, c'est, l'index de la ligne serait hélicoptère. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne serait, wings, engine, sky. Et les chiffres, ce serait 0, 2, 4. Et ça me fait une matrice avec un mot et 3 chiffres. Et ça me fait un embedding. Voilà. Je fais la même chose pour drone, roquette. Donc pour tous mes mots, je rajoute une ligne et je dis pour chaque dimension où est-ce que je suis. Et effectivement, si j'arrive sur l'abeille, eh bien, l'abeille, je peux dire que oui, elle a effectivement des ailes, mais elle n'a pas de engine. Donc elle est à 0 sur le moteur, mais elle va dans le ciel, donc elle est à 2 sur la dimension du ciel. Et là, j'ai transformé mes mots en vecteurs. Et puis on peut avoir, là, on a un exemple jet, par exemple, qui serait un mot qui est sur les 3 dimensions, qui est actif sur les 3 dimensions, qui est actif sur la dimension, et il a des ailes, et il a un moteur, et il va dans le ciel. Donc lui, il est à la position 1, 1, 1, dans cet espace à 3 dimensions. Voilà ce que ça veut dire, de faire un embedding, c'est projeter des mots dans des espaces. Et le nombre de dimensions, ça va être, là, le nombre de dimensions, comme je disais tout à l'heure, du modèle. Et donc, en l'occurrence 512. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des dimensions qu'on ne va pas donner à l'intelligence artificielle, c'est des dimensions qui vont être apprises au fur et à mesure par le modèle, et qui va choisir. Et pour nous, ça ne voudra rien dire. On est incapable de dire quelles sont les dimensions que le modèle a choisi d'avoir. C'est des dimensions qui sont intrinsèques. Et aujourd'hui, il peut y avoir des milliers de dimensions dans les grands modèles. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit là. Là, on a la matrice d'embedding qui va avoir le nombre en ligne, le nombre de vocabulaire qu'on aura fait avec le token, et en nombre de colonnes, les dimensions du modèle, hein, des modèles. Et donc, ça va nous donner un premier embedding qui va avoir n fois 512 colonnes ici. Et là, pour chaque mot, j'ai des valeurs aléatoires.
enfin, ouais, aléatoire au départ. Enfin, avec l'initialisation de l'euro qu'on a eu. Le truc, c'est que puisque, puisque là, en fait, je m'intéresse aux représentations textuelles des mots, je peux enrichir cette manière-là de voir le mot par ce qu'on appelle un positional embedding, c'est-à-dire le fait que chaque mot est quand même pas exactement le même selon son emplacement dans la phrase. Donc s'il est au début de la phrase, je vais dire que c'est un mot qui est au début de la phrase et qu'il est à un certain endroit, mais s'il est un peu plus loin dans la phrase, je vais le mettre à un autre endroit pour pouvoir considérer la position du mot dans la phrase. Et donc, en fait, j'ai un mot virtuel un peu qui serait comme dans un dictionnaire, qui ne serait pas conjugué, qui serait le mot, voilà. Et après, je vais le déplacer un peu. Donc là, on a des formules pour déplacer les mots, ce qui va donner le positional embedding. Et on va déplacer le mot avec des fonctions sinus ou cosinus euh, relatives à la position du mot selon la dimension du modèle. Donc on a une formule et les mots pairs et les mots impairs vont être soit en sinus, soit en cosinus, 1 sur 2, comme ça, pour déplacer enfin le first embedding dans un positional embedding qui va être chargé en plus de la position du mot dans la phrase. Et donc ça nous donne un deuxième embedding qui est l'embedding de positionnement. D'accord? Et c'est cet embedding de positionnement qu'on va avoir en entrée du multi-head attention. Et je vous invite encore à passer sur la vidéo prochaine.